notre émission, le grand dialogue de ce mercredi 10 août 2022 sur les antennes de Erasmus et de Canal 54 TV à partir d'un studio de Londres. C'est avec plaisir que nous allons vous présenter cette édition de la matinée, le grand dialogue, pour parler justement de deux sujets essentiels sur la province dont nous avons fait écho depuis hier, c'est-à-dire la province de la Tchoupa en République démocratique du Congo. Hier, nous avons parlé essentiellement de la question liée au gouvernorat, la manière dont Madame la gouverneure Nikumba Madeleine était élue, investie par l'ordonnance présidentielle, et que cette nomination ou cette validation de sa position en tant que gouverneur a été contestée et continue à faire beaucoup de bruit au sein de la population tchopolaise. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder essentiellement sur la question du développement. Nous allons voir avec notre invité, M. Dari Basingana, les acteurs politiques qui se basent justement, qui se concentrent sur le développement dans la province de la Tchoupo. Et également, nous allons analyser la situation des acteurs économiques qui sont là justement pour soulager la misère des populations et qui font des efforts pour créer des emplois des jeunes afin que ceux-ci se retrouvent dans la société. Alors, nous allons parler avec M. Dari Basingana, celui-là même que vous avez entendu hier dans notre émission. Il est revenu encore une fois pour nous parler de ce sujet essentiel sur le développement. M. Dari Basingana, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, c'est avec plaisir, messieurs, que nous allons répondre une nouvelle émission avec vous pour parler d'un sujet différent cette fois-ci, c'est-à-dire le développement économique et politique de la province de la Tchoupo. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire quel est l'état des lieux de la province de la Tchoupo, l'état des lieux sur le plan économique actuellement dans cette province? Sur le plan économique de la province, l'état des lieux de la Tchoupo est totalement chaotique. Sauf que il y a un seul opérateur économique qui a essayé un peu de tenir un peu la situation, mais il ne faut pas oublier, c'est pas pour rien Dieu a créé que dans le corps humain un double membre. Les bras gauche et les bras droits, c'est pour permettre à ce que l'autre puisse s'entraider. Mais précisément dans la Tchoupo, la situation va très mal économiquement. Les jeunes ne développent pas vraiment. Parlons d'abord des acteurs politiques. Parlons d'abord des acteurs politiques que la Tchoupo a connus jusqu'à ce jour. Qui sont les acteurs politiques qui se sont employés au développement de la province? Il n'y a eu qu'un seul acteur politique, M. Wale Lufungo Lalui-Marie, qui s'était vraiment impliqué pour le développement de la jeunesse, en cherchant à lancer les activités de la jeunesse, par exemple la réhabilitation des stades Lumumba, lancer de nouvelles entreprises, lancer de nouveaux projets afin que les jeunes puissent avoir assez de boulot, la construction des barrages. Mais comme le monsieur, l'argent qui sortait de la DGRPT ainsi que d'autres institutions, au lieu d'essayer dans des miettes, et Wally se disait, il disait, mais maintenant si une grande partie revient en fou, et comment je vais faire le travail? Et suite à ça, même qui a provoqué ça dans le passé. Donc, à part lui qui avait sérieusement et suffisamment de soucis pour la population, jusque-là, on n'a jamais eu un acteur politique de bonne foi pour relever, qui a vraiment besoin d'un développement de la jeunesse de la Tchoupo. Ben oui, mais tous les acteurs politiques de la Tchoupo quand même, qui se battent pour occuper des postes de responsabilité politique, des sénateurs, des députés, vous n'allez pas nous dire que tous ceux-là n'ont pas la foi, n'ont pas la volonté de transformer la société tchoupolaise?
Il y a une vague dans la Chopo que je vous informe, peut-être vous ne savez pas. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez développement de la jeunesse. Quand on devient politicien, on devient ministre, on devient ministre, on devient député national ou provincial, on devient gouverneur. La première des choses que j'ai trouvées comme maladie, la maladie qui existe dans la Chopo, c'est occuper de jeunes désœuvrés, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas où partir, surtout que les emplois, l'emploi, le travail dans Kisangani est très difficile, en dehors de Kafakis, qui engage, qui est une entreprise officielle qui engage les jeunes. On prend les jeunes là qui n'ont pas de travail, on se sert d'eux comme des boucliers. Donc, on les donne des mégas, on leur donne 2000 francs pour manger. Allez, vous êtes là seulement pour acclamer pour moi, pour me défendre. Même si les dirigeants n'arrivent pas à remplir ses obligations auprès de sa base, ou bien ses obligations politiques, vous êtes là pour marcher. Vous êtes prêts à défendre et à brûler. C'est ça dans la Chopo. Et beaucoup de politiciens ont des jeunes pareils, qui les envoient même dans des médias officiels pour parler, pour défendre leurs besoins. Mais quand vous descendez sur place, vous regardez la vie politique ou les actions de ces politiciens, en tout cas vous aurez des larmes aux yeux. Vous allez plutôt remarquer que ces politiciens profitent derrière tous ces derrière bruits pour construire de grandes maisons, s'enrichir sur la misère de la population. C'est ça la maladie qui se passe dans la Chopo. De vrai, pour les acteurs politiciens de la Chopo, ne contribue pas pour le développement de la jeunesse, mais il manipule la jeunesse pour sa propre destruction. C'est ce qui se passe. D'accord. Dans cette première partie de notre grand dialogue de cette journée, de la matinée de ce mercredi, il est question de parler du rôle justement de ces acteurs politiques. Vous n'allez pas nous dire quand même que tous les acteurs politiques de la Chopo sont là pour manipuler la jeunesse? Il n'y a pas d'exception parmi ces hommes politiques? Oui, lesquels? En dehors de Wale Lufumu la Lumari, qui n'est plus là. Qui n'est plus là. Qui n'est plus là. Il y a eu, en dehors de lui, il y a encore le vieux Darouezi, que je donne un coup de chapeau, qui s'est aussi battu pour engager les jeunes dans des services de l'État. Et il y a le vieux Ombilingo, qui est aussi DG de l'FPI, qui se bat aussi pour pistonner la vision des jeunes. Mais en dehors d'eux, en tout cas, je ne vois pas. À moins que je me trompe. La majorité, c'est presque la même maladie. Envoyer les jeunes dans la rue ou bien servir de boucliers. Alors, vous avez pour défendre ses besoins. Voilà, vous avez cité ceux qui ont manifestement montré leur capacité, leur amour pour la population. Vous en avez cité même des noms. Est-ce que tous ceux que vous veniez de citer tout à l'heure sont encore actifs dans la Chopo? Oui, mais ils n'ont plus de travail. Par exemple, comme Wale, il n'est plus gouverneur. Il est maintenant à la maison, il est chez lui à Kinshasa. Le vieux Darouezi est maintenant à la maison, il ne travaille plus, mais ils essayent tous les deux à contribuer. Mais le vieux Christian Ombilingo, au moins, M. Christian Ombilingo, qui est le DG de l'FPI, qui se bat au moins pour élever la province et fournir des opportunités pour le programme de développement des jeunes. Ça, Christian Ombilingo le fait. Et il ne cesse de fermer les yeux pour voir comment booster la jeunesse de la Chopo vers l'avant. Ça, vraiment, Christian Ombilingo, on doit le reconnaître, Christian Ombilingo le fait comme tant qu'acteur politique de la province de la Chopo. Alors, les deux précédents sont pratiquement à la retraite. Et donc, M. Christian Ombilingo, qui est le DG de FPI, lorsque vous dites qu'il fait des efforts, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Qu'est-ce qu'il fait concrètement auprès de la jeunesse?
M. Christian Bilingo, je rectifie, il est DGA de la FPI. Ouais. Ce qu'il essaie, c'est voir, cibler les jeunes, cibler les activités des jeunes qui essayent de marcher, qui peuvent un peu occuper les jeunes à se prendre en charge, les proposer à faire des projets, à faire entrer auprès de la FPI et ensuite il essaye un peu de financer les jeunes. Ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore atteint rempli toutes les conditions possibles et il essaye de voir de notre manière comment les aider à remplir toutes ces conditions afin de permettre à ce que les jeunes puissent s'établir. C'est M. Christian Bilingo qui essaye même de pistonner certaines entreprises, disons, des mini-entreprises telles que des ateliers de menuiserie, des mécaniciens et tout consort, pour essayer de voir que, en sorte que toutes ces petites entreprises puissent engager certains jeunes, occuper certains jeunes au lieu de descendre dans la rue. C'est toujours le même question Bilingo aussi, qui essaie de voir avec l'entreprise, la seule entreprise d'un acteur économique qui est M. Jean-Pierre Kasousoula. Voir ensemble avec Kasousoula, avec son entreprise Kafakis et tout consort qui engage déjà 80% de jeunes, qui occupe 80% des jeunes dans la Tchopo, voir comment il faut continuer à multiplier des actions avec M. Jean-Pierre Kasousoula afin de démarrer et d'occuper les jeunes. Mais de l'autre part aussi, toujours M. Christian Bilingo qui travaille avec en partenariat aussi avec un projet agro-pastoral de M. P.Roger Mendela, quelque chose comme ça. Toujours dans ce sens de programme. Donc lui, il cible des activités, il vous propose, il vous finance et voilà, afin de faire démarrer les choses. Et donc, il a créé mais est-ce qu'il a créé des ateliers de formation de petits métiers pour permettre aux jeunes d'être autonomes? Oui. Lesquels? Oui. Il y a plusieurs. Bon, je ne saurais pas donner des détails sur ça, mais je sais qu'il y a plusieurs activités, plusieurs ateliers qui ont été organisés à Gradigène, toujours par M. Christian Bilingo, d'autres ateliers qui ont été organisés à la Franco, toujours pour les jeunes, et d'autres ateliers qui ont été organisés toujours à Kafakis, dans l'entreprise de M. Jean-Pierre Kasousoula, toujours pour le développement des jeunes, afin de permettre à ce que les jeunes... J'ai pris 3 ateliers successifs qui ont été organisés et financés par M. Christian Bilingo, afin de cibler les couches, disons les couches sensibles de la jeunesse et les pousser vers l'avant. Alors, M. Christian Bilingo, vous pourriez le classer dans quelle catégorie? D'homme politique ou d'acteur économique? Acteur politique ou acteur économique? Quand on parle d'acteur économique, non, il n'est pas dans les acteurs, parmi les acteurs économiques parce qu'il n'est pas un opérateur économique ou commerçant. Je pourrais le placer parmi les acteurs politiques. D'accord. Alors, parce que c'est vraiment une des figures de base de la province de la Tchopo. D'accord. Sur le plan aussi politique. Sur le plan politique. Alors, vous avez énuméré des cas des acteurs politiques, ceux qui sont déjà à la retraite, qui ont manifesté leur amour pour le peuple de la Tchopo, le peuple de la Tchopo. Mais actuellement, vous avez toujours des acteurs politiques qui se battent au quotidien pour contrôler la Tchopo en tant que province. Et actuellement, qui sont ces acteurs politiques sur terrain? Les députés nationaux, les députés provinciaux, des ministres provinciaux, les ministres au sein du gouvernement national de Kinshasa, originaires de la Tchopo, actuellement, qui sont actifs encore. Qu'est-ce qu'ils font en réalité pour l'intérêt de la Tchopo? Présentement, il y a un seul jeune qui est député provincial de la Tchopo. Je pourrais dire 2 jeunes qui sont des députés provinciaux de la Tchopo qui essayent de faire des activités de visibilité qui occupent un peu les jeunes. Je dis qu'il n'y a que 2
présentement qui se battent. Il y a l'honorable Dedoche, que nous avons remarqué, qui essaye de soulever les défis qu'on avait bloqué l'ancien gouverneur de la Tchop pour aller le Fongola en réhabilitant les stades Lumumba. Et il y a aussi l'honorable Moussa Amadi qui essaie aussi de se battre de l'autre part pour voir comment il pourrait booster, s'occuper aussi d'une partie de la jeunesse. Ce sont les deux, en dehors de deux honorables. Jusqu'à preuve de contraire, en tout cas, je ne peux pas vous flatter. Tous ces gens que vous entendez parler de là, je suis député national, député provincial, ministre national, tous. En tout cas, ils s'en foutent de la misère de la population. Ils n'ont aucune initiative pour booster la jeunesse et le développement de la jeunesse de la Tchoup. Ils s'en foutent. Dans notre mission, de ces deux jeunes, ils n'ont apporté pas. Dans notre mission précédente, il était question de parler du gouvernorat. Vous avez cité beaucoup de noms d'acteurs politiques qui se battent alors, dans ces conditions. De quoi s'agit-il? De quoi se battent-ils tous députés nationaux qui veulent contrôler la province? C'est pour quel intérêt finalement? S'ils ne se battent pas pour le peuple, alors ils se battent pour quel intérêt? Vous savez, comme je vous ai dit au début, dans la province de la Tchoup, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. En dehors, la DGRPT, qui est la première entreprise qui engage quelques Tchopolais, la plus grande entreprise qui engage, c'est Kafakis. Donc, de M. Jean-Pierre Kassoula. Qui veut dire que la majorité des jeunes ou des personnes qui se disent, bon, je n'ai plus de travail, je n'ai plus d'emploi, que faire? Peut-être Kafakis n'est pas en mesure encore de m'engager parce que c'est déjà plein là-bas. De l'autre côté, la DGRPT n'est pas en mesure. Bon, dois-je continuer à faire les champs jusqu'où? Et c'est une chose grave, à Kisangani, dans la Tchopo, il n'y a pas la culture des champs. Les jeunes n'aiment pas faire les champs. Et alors, il se lance dans l'aventure, il commence à être bouclier d'un politicien, d'un ministre national, entré malgré les bêtises, la cachotterie, et le lendemain, il se prend pour un candidat député. Il se lance dans la campagne, et bien, l'aventure marche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il devient député sans une ambition, il ne connaît pas ses devoirs, ses priorités. Voilà comment on trouve quelqu'un qui est député. Il y a des députés illettrés dans la province de la Tchoup. Un député qui ne sait même pas parler ni les Français, ni écrire, composer une phrase simple dans la Tchoup. Tout ça, pourquoi il s'est lancé dans l'aventure? Et quand il arrive, il dit au gouverneur, imaginez-vous un député qui ne sait ni lire ni écrire, il dit au gouverneur, la recette de la province de la Tchoup est sortie, $100 000, tu dois nous remettre $90 000, on doit se départager, et les $10 000, tu vas te débrouiller avec. Vous comprenez un peu la situation. Allez-y, vous imaginez. Allez-y, vous imaginez, est-ce que ça, c'est construire la Tchoup ou bien c'est ruiner la province? Donc, tant qu'on a des personnes, la jeunesse, tout dépend de la jeunesse. Tant qu'on a une jeunesse inconsciente, en tout cas, c'est triste. Du côté, l'aspect développement du côté politique, mettons la croix, ce n'est pas pour le moment. Voilà plutôt des opérateurs économiques qui ont déjà commencé à faire quelque chose. Quand vous dites que ce n'est pas pour le moment, et pourtant, la décentralisation administrative octroie à la Tchopo l'autonomie d'être une province à part entière. Mais déjà, quand vous dites que ce n'est pas pour le moment, c'est-à-dire que l'avenir est très sombre pour la Tchopo parce que la Tchopo est condamnée à vivre avec la médiocrité. Permettez-moi de le dire ainsi. Oui. Que faire? Vous savez ce qui s'est passé avec les cas, par exemple. Je vous donne les cas, par exemple. Aujourd'hui, on se retrouve avec un gouverneur du Kasaï. Vous savez c'était quoi? C'est ça. C'est ce que les jeunes ne se retrouvaient plus auprès des aînés. Ils se sont retrouvés manipulés par ce vieux politicien. On t'utilise pour insulter, traiter lumineux d'autres personnes cachées, être d'un bouclier d'un tel corps politicien. Après, au bout de 20 ans, vous allez vous retrouver nulle part. Alors, ils se sont dit non, essayons de tourner vers la dame là, qui donne un peu beaucoup d'argent. Peut-être là, on va encore voir mieux. Mais je sais que je vous promets qu'ils seront dessus parce que
Le problème de la Tchopo, ce sont les jeunes qui sont encore aveugles, qui n'arrivent pas à comprendre que dans la vie, il faut chercher, il faut travailler, si vous n'avez pas de travail, faites les champs, écrivez, faites des projets, où vous soyez menuisier, faites des projets, faites entrer par exemple à la FPI, faites entrer par exemple dans des organes qui peuvent financer vos projets, et là, vous démarrez. Les jeunes d'ici ne comprennent pas encore ça. Non, Quand vous dites à un jeune, faites les champs, on regarde. Les jeunes ne comprennent pas. Les jeunes devraient comprendre si seulement si il y avait eu une volonté politique, il y avait eu une responsabilité politique à approcher les jeunes pour leur apprendre la matière. Parce que des gens, quand vous dites que les jeunes ne veulent pas faire le champ, c'est-à-dire faire l'agriculture par exemple, s'il n'y a pas de formateurs qui leur montrent l'importance de l'agriculture, eh bien, les jeunes iraient faire l'agriculture. C'est tout simplement parce que tout le monde s'est fait aujourd'hui bureaucrate et du coup, ils oublient l'essentiel. Parce que la richesse, en quelque sorte, se trouve sous la terre. C'est là qu'il faut aller puiser la richesse. Mais déjà, les jeunes qui sont désœuvrés devraient être accompagnés par ceux qui comprennent l'importance de l'agriculture pour les faire avancer. Parce que tout le monde est devenu bureaucrate. C'est l'impression que nous avons aujourd'hui dans plusieurs pays africains. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Les politiciens. C'est ça le problème. Les politiciens de la Tchopo n'aident pas les jeunes. Alors, sur quels critères alors les politiciens de la Tchopo n'aident pas. D'accord. Sur quels critères ce politicien, prenons l'exemple que vous venez d'évoquer tout à l'heure, de députés nationaux, provinciaux, sur quels critères deviennent-ils députés provinciaux, députés nationaux, députés provinciaux? Si seulement vous dites que ce ne sont pas des gens qui ont fait des grandes études, qui n'ont pas eu de bonne formation, et sur quels critères sont-ils sur quels critères on les vote? C'est la raison. Vous êtes là, vous êtes dans un quartier, par exemple, je me retrouve dans dans un quartier, dans un environnement, un entourage où je peux avoir 5000 personnes. Avec 5000 personnes, j'ai 10 000 $ dans ma poche. Dans les 10 000 $, je propose, par exemple, à madame, je te donne 100 $, tu vas me remettre, je fais les banques Lambert, donc je vous donne 100 $, vous me remettez, par exemple, 110 $. Et le fait de faire ce genre d'activité, la population pense que la personne est en train de vous aider, alors que la personne ne vous aide pas, il vous manipule. Parce que vous êtes pauvre, parce que vous ne comprenez pas. Et la personne devient célèbre, et on le prend comme un papa bonheur. Et voilà, il finit par gagner des voix s'il essaie de mettre sa voix. De l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre, un infirmier, il a fini en 3e des humanités. Il dit, bon, je vais commencer à donner des traitements gratuits, parce que bientôt c'est la campagne. Il vient, il vous fait juste une piqûre, il vous dit, je le fais gratuitement. Alors que cet infirmier, il travaille quelque part. Est-ce que le salaire qu'il reçoit de quelque part là, est-ce qu'il le donne à la population? Non. Et la population se dit, excusez-moi, la population se dit, c'est la personne qu'il faut comme député. Et dès qu'il devient député, on oublie. Il oublie totalement, il oublie sa mission. Parce qu'il pense qu'il a reçu, il est devenu député en donnant des piqûres, il est devenu député en faisant des banques Lambert, il est devenu député en assistant les jeunes désœuvrés, en leur donnant le méga, la nourriture, je manque de quoi manger le matin, il te donne, eh bien tu es obligé de me voter parce que je t'ai donné la fois passée le pain. La fois passée, je t'ai donné le manioc grillé. La fois passée, je t'ai donné le foufou. Voilà, donc tu es obligé de me voter. Donc c'est comme ça qu'il se passe, on devient député ici. Ce n'est pas sur des bases logiques ou bien de développement. Non, non, non. Non, c'est un cas exceptionnel sur la Tchopo, hein, la manipulation et la corruption. Merci, messieurs. Nous allons revenir dans quelques secondes pour entamer la deuxième partie de l'émission avec l'entrepreneuriat des jeunes à travers les acteurs économiques de la province de la Tchopo. Nous allons revenir dans
10 secondes. Ok. Merci, nous allons continuer notre grand dialogue de cette matinée de mercredi 10 août 2022 avec notre invité Dari Basingana à partir de la Tiopo en République démocratique du Congo. Monsieur Dari Basingana, nous venons de parler de la question relative aux acteurs économiques, enfin politiques d'abord. Vous en avez parlé suffisamment pour expliquer comment les acteurs politiques de la Tiopo ne sont pas assez altruistes, ne travaillent pas essentiellement pour le peuple et qu'ils sont beaucoup plus égoïstes que avoir le regard sur le plus démuni. Alors, cette fois-ci, nous allons voir avec vous la question des acteurs économiques. Ceux qui sont au travail, ceux qui comprennent la nécessité de changer la province de la Tiopo, ceux qui changent l'homme tchopolais, ceux qui donnent les moyens, ceux qui conspirent pour la Tiopo. Qui sont-ils ceux-là? Ceux qui donnent les moyens, sans vous mentir, ceux qui donnent présentement les moyens, qui aident les jeunes de la Tiopo, qui essayent d'occuper les jeunes de la Tiopo, c'est les opérateurs économiques, dont je vous ai cité parmi l'un, qui est reconnu comme parmi l'un des opérateurs économiques les plus généreux, M. Jean-Pierre Kasousoula. De l'autre part, il y a M. Mendela aussi, puis Roger, qui essaie avec ses activités agro-pastorales d'orienter les jeunes à faire un très bon travail. Nous avons encore de l'autre part, de l'autre côté, monsieur un pétrolier là, qui essaie aussi de faire vraiment quelque chose vraiment de très significatif. Monsieur, il est aujourd'hui président de la FEC, son nom va me revenir. Et en dehors de ces trois personnes, présentement là, on avait personne. Mais il y avait dans le passé aussi une quatrième personne, qui était le feu Papa Mokeni et Kopikane. Paix à son âme, c'était un papa qui a vraiment aidé les jeunes de la Tiopo, qui a vraiment soutenu les jeunes de la Tiopo pour leur développement en leur orientant, parce que c'était un grand opérateur économique. Et depuis qu'il est décédé, nous avons que 2 ou 3. Donc nous avons M. Jean-Pierre Kasousoula, nous avons M. Roger Mendela et nous avons voilà, le nom de pétrolier et M. Kip Tambo. C'est un des grands pétroliers aussi vraiment influents dans la Tiopo, qui ne cesse d'aider aussi, d'orienter les jeunes de la Tiopo vers le développement. Donc c'est parmi les 3 jeunes qui essayent vraiment de booster la jeunesse. En dehors de ces 3, si on pourrait parler d'un politicien, c'est M. Christian Bilingo, qui essaye vraiment aussi de caser les jeunes tout en proposant des programmes de financement, des ateliers de développement pour faire avancer les jeunes vers l'avant. Et la Tiopo n'a pas de ministre au sein du gouvernement national de Kinshasa? Il n'y a qu'un seul ministre. Il n'y a qu'une seule, je pourrais dire parler d'une seule parce que c'est une dame, il n'y a qu'une seule ministre qui est Mme Eve Bazaïba. Elle fait d'abord sa base, là où elle a été élue députée nationale. Elle n'a rien fait là-bas, aucun jeune, aucune action de développement auprès de sa base, à Basoko, dans la Tiopo à Kisangani, n'en parlons même pas. Donc elle s'en fout, elle se dit qu'elle a vraiment duré dans l'opposition. Bon, c'est son heure à elle de profiter de son temps. Donc bref, elle n'en est pas, je pense, la douleur de la population ne l'intéresse pas. Seulement les acteurs économiques et politiques, disons les opérateurs économiques qui essayent un peu de voir comment relever, pousser cette province vers l'avant, occuper les jeunes et les orienter vers le développement. Ce sont les 3 personnes, et je pourrais dire une 4e avec
celui qui se trouve comme DGA à l'FPI. Alors, nous allons terminer l'émission. Hein, et donc, nous ne pouvons pas parler nous ne pouvons pas terminer l'émission sans évoquer des ressources naturelles, les ressources qui font que la Chopo et cette réputation qu'elle a. On sait très bien que la Chopo, c'est une province diamantifère en quelque sorte. Il y a beaucoup de diamants. D'après toutes les recherches que nous connaissons, après les hommes d'affaires qui sont des passages de ce côté-là. Mais comment expliquer qu'avec toutes ces ressources-là, les Tchopolais ne peuvent pas s'organiser pour développer la province? Bon, dans la Chopo, je rectifie, vous êtes dans une erreur là. La Chopo n'est pas vraiment une province qui produit assez de diamants. La Chopo produit de l'or. Oui, mais de l'or. Parce que, oui, de l'or. Oui, mais c'est une province aurifère. Au moins, oui, nous avons plutôt sous terre, la Chopo est assise sur 500 000 tonnes d'or non exploité jusqu'à présent. Mais comme l'or ne marche jamais seul, il est toujours accompagné des diamants. Voilà pourquoi là où il y a l'or, on a de la chance de trouver un peu de diamants. C'est un peu ce qui se passe. Alors, vous avez eu... La deuxième richesse de la Chopo, c'est les bois. Voilà. Les bois aussi, la Chopo est terrible du côté des bois vers Bafouassende ainsi que d'autres forêts de la Chopo. Nous produisons vraiment assez de bois. Donc, ce sont des richesses. Mais ce qui fait que, malgré toutes ces richesses, la Chopo ne bénéficie pas, c'est parce que les jeunes de la Chopo, quand ceux qui travaillent directement dans des mines artisanales, l'exploitation, dans les exploitations artisanales, ils ne s'en vont pas avec cet argent, ils ne vont pas avec tous ces minéraux, ces produits, à les vendre vers l'extérieur. Ils les vendent auprès des Libanais, ils les vendent auprès des grands opérateurs économiques qui sont sur place. Et ce sont eux qui bénéficient beaucoup. Et la population, on lui donne juste quelques miettes. Par exemple, on vous donne 1 kilo d'or aujourd'hui, disons, 1 gramme d'or aujourd'hui est à 40 000 francs, donc 20 $ dans la bourse. Mais sur l'échelle internationale, je pense que ça doit être 60 $. Vous voyez déjà l'opérateur économique qui vous achète. Oui, je rappelle que nous sommes en direct avec la Chopo. Hein. Nous avons un petit souci de connexion avec notre invité. Nous espérons que M. Derry Bassingana va nous rejoindre dans ce grand dialogue pour terminer notre émission. Et il est vrai que la situation de la Chopo préoccupe la plupart des investisseurs qui hésitent justement d'aller soutenir les efforts des acteurs économiques et politiques de cette province, au regard même de calamités liées à la mauvaise volonté, aux mauvaises initiatives que prennent la plupart d'acteurs politiques dans cette province. Il est vrai que certains font l'exception de pouvoir aider la Chopo, et donc d'autres justement font des efforts pour travailler assidûment afin d'aider la province de la Chopo. Voilà, nous avons suffisamment parlé hier des problèmes liés à la corruption dans cette même province et de la manière dont Madame la gouverneure a été élue et investie par l'ordonnance présidentielle et que cette investiture a été contestée par les populations tchopolaises, mais qu'en fin des comptes, cette situation finira par être réglée de manière intelligente, de sorte que les populations se retrouvent. Et donc, nous sommes obligés
Et de terminer cette édition à ce niveau-là, vous avez tout écouté, hein, vous avez suivi M. Dari Basingana dans son expression. Il a bien expliqué ce qui s'est passé dans cette province de la Diopo sur l'axe de développement qui était l'axe essentiel de notre échange de ce matin. Donc, nous sommes toujours en direct avec M. Dari Basingana qui nous revient pendant que nous étions en train de le chercher. M. Dari Basingana, vous pouvez continuer votre fil conducteur. Pardon, allô? Nous vous écoutons, vous pouvez continuer votre fil conducteur de tout à l'heure. Oui. Donc, le problème est que les gens exploitent l'or pour des buts lucratifs. C'est pas pour des faits vraiment sérieux. Comme j'ai déjà aujourd'hui 1 gramme, je vais garder, je continue pour totaliser 60 000 $. Non, ici, quand on a juste 1 gramme qui coûte 60 $, il le vend auprès d'un Libanais à 20 $, alors que le prix d'1 gramme, c'est 60 $. Et voilà, tout ça, il est pressé parce qu'il doit boire, il doit manger, il a une copine là-bas. Donc, il n'y a pas vraiment l'aspect sérieux de développement auprès de la jeunesse de la Diopo. Parce qu'il n'y a pas les encadreurs. Parce qu'il n'y a pas. On va retrouver dans la province de la Diopo. Oui. Parce qu'il y a une carence de formateurs. Il n'y a pas des encadreurs. Voilà, il n'y a pas des encadreurs. Donc, c'est ça la responsabilité que devrait prendre les. Oui. Effectivement. Et c'est ceux qui devaient faire ça, ceux qui essayent de faire des grandes exploitations industrielles, ce sont les non-originaires. Ce sont eux qui viennent avec des grandes machines d'exploitation de bois, des grandes machines d'exploitation d'or. Et voilà, quand un non-originaire vient, il prend l'or et les bois, il s'en vend. Le reste de la souffrance de Chopolet, il s'en fout. Monsieur Basingana, je pense que. C'est ce qui se passe. Monsieur Basingana, je pense que ce sont des expressions justement qui devraient quitter dans la vie quotidienne des Congolais. Hein? Ces expressions du genre non originaire et originaire. Hein? C'est ça qui va faire décliner justement la République démocratique du Congo. Hein? En même temps, nous avons l'impression que la décentralisation favorise ce discours originaire et non originaire et qui va conduire même jusqu'à la pratique du vrai tribalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Non originaire, tout ça. C'est pas bon à entendre. Oui, le problème est que pourquoi nous utilisons beaucoup ces termes? Nous utilisons ces termes parce que vous remarquez aujourd'hui, vous voyez le Kivu de l'époque de Mobutu et le Kivu d'aujourd'hui, c'est différent. Le Kivu de Mobutu, donc précisément la ville de Goma, était dirigée par un gouverneur qui n'est pas originaire de là. Exactement, c'était de même pour le Bas-Congo, pour la ville-province de Kinshasa, etc. Quand le gouvernement Kabila est venu, ils ont impliqué ces systèmes d'originaires. Vous avez vu, aujourd'hui, la ville de Goma, que personne ne vous trompe, la ville de Goma est en train de faire face à la ville de Kinshasa, malgré les fluos de volcans et des guerres là-bas. La ville de Goma, c'est une ville vraiment qui essaie de se développer de plus en plus surtout avec la jeunesse, le développement de la jeunesse qui vient vraiment comme un ouragan. Allez-y de l'autre côté de Bukavu, je suis que vous aussi n'en parlons pas. Il y a vraiment un grand pourcentage de développement qui est en train de flamber de l'autre côté là-bas. C'est différent du côté de la Diopo. La Diopo, il n'y a eu qu'un seul gouverneur originaire qui a voulu faire développer cette province qui était Walé Lufungola, mais qui n'a pas pu parce que les députés insistaient sur des pourcentages. Malheureusement, on vient encore retomber sur un autre dirigeant, mais nous savons comment ça se passe. Je sais que lui, en venant, lui va profiter pour ses raisons personnelles et faire développer lui et les intérêts des personnes qui lui ont soutenu. La misère du peuple, il s'en fout. Et pourtant, être géré par un gouverneur propre, un enfant du terroir, aide à ce que cette province
puisse se développer, qui puisse prendre en charge le développement de cette province, le développement de la jeunesse, encadrer les jeunes. Pas nécessairement, M. Bassingana. Pas nécessairement. Encadrer les jeunes. Pas nécessairement, M. Bassingana. Par rapport au Kivu, si le Kivu, nous suivons tous l'exemple du Kivu, si le Kivu a beaucoup développé, c'est cette politique-là. C'est cette politique-là. Mais le Kivu n'utilise pas ce langage d'origine et non originaire, parce que ceux qui sont considérés originaires, eux-mêmes font des efforts de développer la contrée, le terroir, si bien que même quand il y a un non-originaire, entre guillemets, qui arrive pour développer, pour participer au développement, ils n'en font pas cas, ils n'en font pas écho. Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont au travail. Mais le cas de la Tchopo, vous donnez l'impression que dans la Tchopo, les citoyens, les autochtones, en fait, ne font rien. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, ils ne prennent pas les initiatives sérieuses pour développer la province. Alors, ceux qui viennent de l'extérieur pour travailler parce qu'ils voient des ressources, alors il ne faut pas leur reprocher de travailler. Non, on ne leur reproche pas de travailler. Et je vais vous dire une chose, peut-être vous ne connaissez pas. La province de la Tchopo est la province la plus hospitalière de la RDC. On reçoit tout le monde, on aide tout le monde et on soutient tout le monde. Pour preuve, Lumumba a commencé ici, Kizenga a commencé ici, même Laurent Désiré Kabila a eu le pouvoir ici pour avancer jusqu'à Kinshasa. Bien que nous avons toujours été remerciés à Monnaie des Singes. Mais allez-y au Kivu, que personne ne vous trompe. Le Kivu, je parle de Kivu parce que c'est notre voisin ici. Au Kivu, si vous n'êtes pas du Kivu, on ne va pas vous soutenir. Je donne l'exemple direct. Le Nandé. Un Nandé ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas Nandé. Si vous n'êtes pas Nandé, vous n'aurez pas le soutien des Nandé. C'est faux. Vous connaissez mal le Kivu. Nous les connaissons parce que ce sont nos frères. Nous évoluons, nous travaillons, nous dormons. Il y a même ceux qui nous marions entre nous. Nous savons ce qui se passe. Le gouverneur qui était là, M. Julien Paluku, était Nandé. Mais allez-y voir. Ça ne parle pas de Nandé, il n'y aura pas de développement. Tout commence dans la maison. Le problème avec la Tchopo, nous sommes... je ne dis pas que nous devons changer, être très méchants. Nous sommes trop accueillants. Trop accueillants au point où on se laisse même manipuler. Manipuler, on va te dire, par exemple, M. Soumialo qui était venu la fois passée, on l'a reçu à Kisangani et Kizenga qui vont aller monter, dire, allez, il faut tuer tous ceux qui ont travaillé avec les Blancs. Kisangani a connu le meurtre, l'assassinat le plus terrible de l'histoire à l'époque coloniale. On a tué tout, même les domestiques qui ont travaillé avec les Blancs. On les appelait les PNP, les PNP ont été tués juste parce qu'ils manifestaient un signe de développement. Et qui a apporté ça? C'était le non-originaire qui est les Soumialo. Allez-y voir du côté de Lumumba. Lumumba a commencé sa lutte à Kisangani. Mais Lumumba est mort. Est-ce qu'il y avait des enfants de Kisangani qui sont morts avec lui, de la Tchopo? Non. Lumumba est mort avec son frère Okito, qui était là, et l'autre. Donc, il n'y a pas eu d'originaire. Kizenga, quand il est devenu Premier ministre, Kizenga n'est jamais venu à Kisangani, même une seule fois. Et pourtant, c'est Kisangani qui a fait de lui. Alors, chez Laurent Désiré Kabila, il n'avait pas la mission de descendre à Kinshasa, il voulait s'arrêter à Kisangani. C'est Kisangani qui lui a dit avancer, avancer, et il est arrivé, il a fini sa mission jusqu'à Kinshasa. Et aujourd'hui, il est installé chef de l'État. Est-ce que dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, vous avez vu, ou bien vous avez attendu un seul garçon de la Tchopo? Non, c'était le Mawapanga, c'était la majorité des frères Katangé, il n'a pas eu les enfants de Kisangani. Venons chez M. Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous savez que papa Étienne Tshisekedi a commencé, s'était réfugié ici, comme Mobutu l'avait traqué, il s'est caché à Yangambi, c'est mon propre père, Justin Lignanya Basingana, qui est ingénieur expert national, qui l'avait caché, afin que Mobutu, les services de Mobutu ne puissent pas l'appréhender. Mon père a même fait la prison jusqu'à chercher à être tué.
à cause de M. Étienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui vous allez trouver un enfant de Kisangani qui est en train de vibrer auprès des chefs de l'État. Il n'y en a pas, en dehors de Mme Eve Bazaïba. C'est ce que nous réclamons. Et c'est ce qui réveille aujourd'hui la population de la Djopo. C'est fait, on se retrouve, on pense maintenant que nous sommes manipulés par des gens qui veulent avoir le pouvoir. Donc il faut avoir le pouvoir. Allons-y à Kisangani. Et quand on a le pouvoir, oublions Kisangani, retournons-nous vers nos frères des régions. Même Fayoulou qui vient aujourd'hui là, nous savons que Fayoulou peut faire de Kisangani son bastion parce qu'il a besoin de pouvoir. Mais quand il aura le pouvoir, il n'y aura pas de gens de Kisangani autour de lui. Nous le savons tous, nous ne sommes pas dupes aujourd'hui. La Tchopo, les Tchopolais d'aujourd'hui ne sont plus les Tchopolais d'hier, qui ont soutenu tous ces grands que vous voyez, qui ont fait de tous ces grands des héros, mais qu'aucun héros porte le nom aucun héros est originaire de la Tchopo. Donc c'est un peu ça que nous déplorons face à cette situation. Voilà pourquoi ces termes nous parlons, parce que quand nous partons au Kivu, chez Mboussa Nyamousi, pourtant que nous avons très bien reçu Mboussa Nyamousi ici, à Kisangani, avec son RCD Kamel. Mais quand on part là-bas, on nous dit, comme tu n'es pas nandé, tu ne dois pas dormir ici. Comme tu n'es pas nandé, on ne va pas acheter ton histoire. Comme tu n'es pas nandé, tu n'as pas droit à ceci, tu n'as pas droit à cela, tu n'as pas. Mais pourtant, nous recevons les nandés ici. Nous recevons Mboussa Nyamousi ici. Nous avons reçu les RCD ici. Donc, c'est un peu suite à ça que nous déplorons face à cette situation. Donc, c'est ce que nous déplorons face à cette situation. Et quand on nous disait là, que dans la Tchopo, que dans le Kivu, il n'y a pas de non-origine, c'est faux. Par contre, c'est dans les Kivu qui sont très tribales. Très tribales au Kivu, si vous n'êtes pas du Kivu, vous ne serez jamais aidé. Vous ne serez jamais soutenu. Jamais alors. Voilà. Jamais. Merci beaucoup, M. Bassingana. C'est comme ça qui se passe dans les Kivu. Voilà, vous avez bien tracé. C'est moi qui vous remercie. Oui. Vous avez bien tracé l'histoire de ces différents régimes politiques et les leaders qui sont passés en République démocratique du Congo. Et vous avez aussi épinglé l'aspect tribaliste que règne depuis les indépendances, depuis l'indépendance du Congo, en passant par le régime Mobutu, Kasavubu, et la suite, on connaît. Donc aujourd'hui, lorsqu'on entend les Congolais, là c'est pour l'intérêt de nos auditeurs qui nous suivent pour le moment, lorsqu'on entend les Congolais vilipender le régime Tshisekedi, Félix Tshisekedi, en l'épinglant tout le temps, en disant le tribalisme au sein du gouvernement de Félix Tshisekedi. Donc vous avez déjà des cas précédents qui font que le tribalisme ne commence pas avec Félix Tshisekedi. Et encore, s'il y a tribalisme au sein du Tshisekedi système. Vous voyez déjà? Est-ce que cette question du tribalisme que l'on reproche maintenant auprès de M. Tshisekedi tire ses origines depuis des origines lointaines, n'est-ce pas? Tel que vous le dites vous-même. Oui, je ne dirais pas que le chef de l'État actuel est vraiment tribaliste, mais ça sera être trop fort. Mais par rapport à la politique régionale d'ici, les histoires d'originalité, nous avons remarqué beaucoup plus cette fois-ci que la fois passée. Donc, le système de Joseph Kabila, nous l'avons vu. Oui, la décentralisation administrative vient renforcer cet élément tribaliste parce que déjà, quand on parle de non-originaires et originaires, c'est en fonction justement de l'administration déjà gérée par les autochtones, en fait, je veux dire, par les originaires. Donc, du coup, ceux qui viennent de l'extérieur sont maltraités. Donc, du coup, la politique de non-originaires qui gère les administrations serait la meilleure façon de bien co-gérer les populations entre elles pour éviter cette question de non-originaire et d'originaire. Qu'est-ce que vous en pensez pour terminer l'émission? La décentralisation a-t-elle été le point détonateur du tribalisme en République démocratique du Congo? Moi, je vois beaucoup plus le côté positif de la décentralisation. La décentralisation avec gestion des originaires a permis à beaucoup d'autres provinces de développer. Je vous donne l'exemple de Goma, Bukavu, Matadi et Lubumbashi de Katanga.
ont développé, ont bénéficié vraiment. Oui, mais le Katanga, non, ces exemples ne sont pas les exemples vraiment à donner parce que ce sont des provinces qui, généralement, depuis des années, parce qu'ils ont déjà des bases économiques, des bases administratives, et notamment le port de Matadi, vous avez les cuivres dans le Katanga depuis des années, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore le système de... Voilà, donc ils ont une histoire économique connue depuis des années qui n'avait rien à voir avec la question de l'administration originaire. Et donc, la décentralisation dont nous parlons ici, c'est à partir du moment où on a commencé à implanter les originaires dans chaque province. Parce que déjà, on voit qu'il y a la guéguerre entre les originaires eux-mêmes pour co-gérer leur propre province. C'était des avantages justement au développement de province. Donc, il faudrait proposer qu'on revienne à l'ancien système de non-originaires qui gérerait les provinces pour éviter les conflits internes entre les originaires eux-mêmes. Vous avez même le cas chez vous là-bas à la Chopo. Bon, de toute façon, si la décentralisation avec gestion de non-originaires arrivée, ça sera toujours les bienvenus. Voilà. Nul est au-dessus de la loi et de l'État, oui. On finira toujours par souhaiter la bienvenue. Mais moi, je parlais beaucoup plus sur l'aspect pour démontrer que l'aspect de la décentralisation avec gestion originaire apportait quand même des fruits positifs quand nous voyons toutes ces provinces que j'ai citées. Ça sera l'objet. Si l'arrivée que les gouverneurs de province soient dirigés par un gouverneur non originaire, on ne refuserait pas. C'est la loi. Que faire? Voilà, que faire? Donc, la loi est dure, nous devons la consommer. C'est la loi est dure, on doit accepter, c'est la loi. Il reste la loi. Eh bien voilà, ça sera l'objet de notre sujet de dialogue pour la prochaine émission, parler de la décentralisation, des avantages et inconvénients de la décentralisation administrative en République démocratique du Congo. Nous allons proposer justement à la rédaction de notre média à organiser cet entretien prochainement avec 2 ou 3 invités au studio, avec lesquels nous pourrions justement développer des arguments autour de cette question de la décentralisation administrative en République démocratique du Congo. Alors, messieurs, avant de terminer cette émission dans 2 minutes, nous vous demanderions justement de nous dire en gros, en 2 minutes, pas plus, parce que nous sommes pratiquement bientôt à la fin de l'émission, de nous dire quel est le remède pourrait-on apporter justement pour la Chopo, de sorte qu'on puisse éradiquer la corruption en 2 minutes. Parce que vous avez tant parlé de la corruption dans la Chopo, comment peut-on éradiquer la corruption dans la province de la Chopo pour remettre les pendules à l'ordre? C'est encadrer d'abord c'est encadrer les jeunes de la Chopo et les orienter sur de bonnes bases. Donc, les encadrer à faire les champs, la mécanique, de ne pas avoir honte de faire la menuiserie, de proposer à faire des projets et partant de ces projets, comme il y a déjà des industries et des institutions censées financer des projets, allez les contacter et cela va aider la population et les jeunes de plus aider à la corruption parce qu'il a déjà de bonnes bases, il a commencé déjà avec quelque chose, ça sert à rien de les corrompre avec l'argent pour le manipuler ou pour avoir tel. Alors, vous seriez par exemple le conseiller de Madame Nikomba Madeleine, la gouverneure, la sénatrice et gouverneure aujourd'hui de la province de la Chopo. Si vous seriez son conseiller, que pourriez-vous lui dire pour bien gérer la province? C'est financer les couches de base. Demander à tous ces jeunes qui sont en train de crier haut et fort pour se servir, pour devenir son bouclier à elle, de leur dire faites les champs. Allez devenir menuisier. Faites vos activités, écrivez des projets. Moi, gouverneur, je vais plaider pour vos projets afin que vos projets puissent passer à leur pays et à d'autres institutions censées financer des projets. C'est ce que je dirais à Madame Nikomba, étant que son conseiller. Alors, pour le climat, pour instaurer le climat de bon vivre ensemble entre les populations et le gouvernorat, au regard de toutes les contestations...
au regard de toutes les constatations qui sont observées, que direz-vous à Mme Nikomba Madeleine le jour où elle viendra dans son bureau pour créer ce climat de bonne entente? Ce que je dirais à Mme Nikomba, je dirais à Mme Nikomba de ne pas emprunter la politique de nos aînés. Donc, prendre les jeunes, leur donner des mégas, leur donner de l'argent, de nourriture pour être son bouclier. Non, c'est plutôt demander aux jeunes, comme avait fait le gouverneur Wallé, d'aller faire les champs, d'aller faire la menuiserie, de ne pas avoir honte et d'écrire des projets, et que Mme Nikomba, comme gouverneur de la province de la Tchopo, va s'imposer afin que le financement des FPI, de toutes les banques ou les institutions censées financer des projets puissent mettre leurs fonds au sein de la Tchopo et permettre aux jeunes de développer. Et non, la politique n'est pas seulement le seul moyen de développer les jeunes. Il y a plusieurs facteurs de développer les jeunes. La politique est un moyen seulement d'encadrer les jeunes vers le développement. Et non faire développer les jeunes vers le développement, c'est impossible. Monsieur Gary Basingana, vous êtes intellectuel et cadre aussi dans l'administration dans la province de la Tchopo. Quel serait votre message au cadre administratif de la Tchopo au regard de toute la nébuleuse, de toutes les contestations que vous avez traversées ces derniers jours par rapport au gouvernorat, des ordres du gouvernorat? Quel est votre message en tant qu'intellectuel et cadre administratif de la province? Je demande aussi aux jeunes de faire les champs. Non, je parle des cadres. Je parle au cadre. Quel est votre message au cadre administratif, vos collègues, par rapport à la confusion qui avait eu lieu ces derniers temps par rapport au gouvernement? Votre message. Bon, par rapport à nous les cadres, je demanderai à tous les cadres administratifs de la province de la Tchopo de ne pas profiter de cette situation pour plonger la main dans la caisse de l'État. Parce que c'est ce que beaucoup des institutions de l'État présentement sont en train de faire. La DGRPT, la division des finances, d'autres divisions profitent de ces chambardements, de tous ces désordres pour détourner, prendre les caisses de l'État, prendre des taxes qui n'existent pas. On vient de trouver, il n'y a pas longtemps, je pense hier, un agent qui a même tenté de détourner 12 000 $ de la caisse de l'État. Je pense qu'il est entre les mains de la justice, en train de présenter, de se défendre. Ce sont de ce genre de comportements que nous déplorons. Donc, nous appelons à tous les cadres administratifs de la province de la Tchopo de ne pas profiter de cette occasion pour voler et détourner l'État, mais plutôt de régulariser vraiment et rétablir l'ordre au sein de l'administration de la Tchopo, afin de permettre à ce que la province de la Tchopo puisse évoluer. Parce que c'est l'administration, c'est ce qui fait que l'État puisse exister à travers l'administration que nous sommes tous. Et donc, vous appelez à la calmie dans la province, hein? Oui, exactement. Voilà, merci. Avec ce message, en tout cas, nous espérons que Madame la gouverneure Nikomba Madeleine va trouver un conseiller, en tout cas, qui pourrait l'accompagner dans sa politique du gouvernorat et pendant son mandat. Donc, nous espérons qu'avec vous, les choses vont changer au sein de l'administration publique et également auprès des jeunes. Vous êtes encore jeune aussi et vous travaillez avec les jeunes et surtout avec les cadres administratifs avec lesquels vous travaillez, vos collègues, de sorte qu'il y ait le bon climat, le climat de bonne entente dans cette province qui cherche justement à trouver des solutions pour son développement. Messieurs, en tout cas, Monsieur Barry Basingana, merci. Hein, c'est la deuxième fois que vous êtes passé à ce grand dialogue de C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup, messieurs, et bon après-midi chez vous. Hein. Et à très bientôt. Merci, pareillement. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous tous qui nous suivez pour le moment. Hein. Nous sommes à la fin de notre édition de la matinée. Nous sommes donc le mercredi, le 10 août 2022. Et donc, c'est la fin de cette édition de la matinée des grands dialogues sur RAC News et Canal 54 TV. Et donc, vous êtes en train d'écouter la voix de votre humble serviteur, René Roch Kitoko. Merci et à très bientôt.